En direct de chez vous, Jean-Michel Lamazerolle, RCF Charente. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans En direct de chez vous où nous continuons notre périple à la découverte de pépites, comme on dit aujourd'hui, notamment de Charente-Limousine. Et je suis aujourd'hui à Genouillac, pas très loin de Roumazières, ça s'appelle Terre de Haute-Charente maintenant, pour rencontrer quelqu'un qui compte et qui est passionnant à rencontrer, que vous avez sans doute vu de temps en temps dans la presse locale ou dans des magazines. Et puis pour les plus férus d'art contemporain que vous connaissez aussi, il s'agit de monsieur Jean Perriot, qui a la gentillesse de nous recevoir aujourd'hui pour notre émission dans son atelier et ensuite dans son jardin, qui est un écrin pour l'exposition de ses œuvres, un peu plus monumentales. Mais enfin, je vais lui laisser raconter sa vie. On va parcourir, cheminer avec lui, cheminer à travers sa vie, son art et jusqu'à ses projets, car même quand on a un certain âge, on peut continuer à avoir des projets. Jean Perriot, bonjour. Bonjour. Alors, je le disais, une pépite cachée en Charente-Limousine, pas si cachée que ça, puisque vous exposez, etc. Et j'ai envie de vous dire, je vous ai posé la question quand on préparait l'émission, comment êtes-vous arrivé là et d'où êtes-vous, Jean Perriot ? Moi, je suis natif de Segonzac. J'ai fait une partie d'études à Paris, aux Beaux-Arts, sans faire la scolarité complète. Et puis, après, je me suis installé en Charente-Limousine, d'abord à Mazières. Après, les événements de la vie m'ont fait changer. Je suis parti en Italie et je suis revenu, pas loin de Mazières, à Genouillac. D'accord, c'est à côté de Mazières, dont vous avez été le maire d'ailleurs à une certaine époque. Moi, j'ai envie de revenir dans votre jeunesse à Segonzac. Qu'est-ce qui vous a emmené à aller faire les Beaux-Arts à Paris, rue Bonaparte ? C'est quelque chose de très bien. À Segonzac, il y a quelqu'un qui est revenu, qui était peintre, qui avait vécu toute sa vie à Paris, mais qui, les gens disaient qu'il avait mangé sa propriété, c'était grave à Segonzac. Et il est revenu, il était peintre. Et il ouvrait son atelier aux jeunes qui l'intéressaient. Moi, c'est un système de vie qui me plaisait, une grande pièce, il y avait des toiles partout, son lit dans la pièce, et on allait là-bas pour dessiner ce qu'il faisait. Il y en a un qui est devenu architecte, l'autre qui est devenu médecin, et les autres qui s'en foutaient. C'est comme ça que j'ai découvert la vie d'artiste. D'accord, et cette vie, ça vous a parlé tout de suite, et donc c'est cet exemple qui vous a amené à vous dire, tiens, moi ça me plaît, ce genre de vie me plaît, et j'ai peut-être quelque chose à exprimer autrement. C'est comme ça que j'ai, oui, tout à fait. Le temps cheminant, moi j'ai fait un bac technique mathématiques, ça fait que le concours des Beaux-Arts, ça a été assez facile pour moi, je suis rentré, et c'est comme ça, l'évolution s'est faite tout seul. Alors les Beaux-Arts, j'allais dire, vous avez rencontré des gens qui avaient sans doute le même esprit que vous, même si leurs œuvres n'étaient pas similaires, évidemment, chacun a sa personnalité, mais comment vous vous êtes senti aux Beaux-Arts ? Au départ, très bien. Après, ça fourmillait. Au départ, j'étais content de dire que j'étais de Cognac. J'ai très rapidement compris qu'il ne fallait pas dire qu'on était de Cognac. Les gars de Champagne avaient le même problème. Ah oui, pourquoi ? On disait, les cognacs sont mal vus. Donc, moi je disais que j'étais du sud-ouest, l'autre disait qu'il était de l'est. Alors, on peut dire en quelle année vous étiez aux Beaux-Arts, comme ça permet à nos auditrices et nos auditeurs de situer dans le temps. 59. Oui, donc ça fait un certain nombre d'années. Ça fait un certain nombre d'années, oui. Et on allait se diriger un peu 10 ans pratiquement avant mai 68. Ça devait commencer à bouillonner. Ça a commencé à bouillonner, mais moi, après, j'ai eu un problème avec le service militaire. Donc, je suis parti par force en Algérie. Et on dirait aujourd'hui que vous étiez objecteur de conscience. Maintenant, le statut n'existait pas à l'époque, Donc, je faisais mon service militaire sans porter les armes. Parce qu'à l'époque, je ne savais pas dans quel j'allais me diriger. Et à l'époque, si vous ne rentriez pas dans la fonction publique, si vous n'aviez pas fait votre service militaire, oui, on vous prenait pas. Voilà. On vous prenait pas. Était dans la fonction publique. Alors, vous voyez, je n'avais pas un choix considérable. Bien. Et donc, vous m'avez dit aussi en préparant l'émission, et je crois que c'est important pour comprendre le cheminement, que quand on passe 3 ans en Algérie, effectivement sans porter les armes, on ne revient pas comme on est parti, et les choses qui nous paraissaient amusantes, voire futiles au départ, on a changé d'état d'esprit. On a tout à fait changé.
tout à fait changé. Je n'ai pas vu je ne peux pas dire avoir vu la violence, hein, mais le contexte ne permettait pas. Hein. Alors, vous revenez en France, Jean Périllot. Vous êtes à Segonzac ou vous arrivez ici en Charente-Limousine? J'ai eu de la chance dans mon malheur. J'étais pion 3 mois avant de partir au service militaire. J'ai été repion quand je suis revenu. Et à l'époque, ils cherchaient des profs de dessin. C'était facultatif. N'ayant qu'un an et demi aux Beaux-Arts, on m'a pris tout de suite comme titulaire. Ah bien, et ça, c'était où? À Royan. À Royan. Bon, alors, il y a pire. Oui. Hein? Mais moi, à ce moment-là, je remontais quand même aux Beaux-Arts. Mais je ne rentrais pas. Alors un jour, le proviseur m'a dit, mais il s'agit de savoir si vous êtes enseignant. Oh, j'ai dit, la fonction publique n'est pas faite pour moi. Comme ça. C'est comme ça que ça s'est fait. Bien, et alors, j'allais dire, votre premier atelier, là maintenant, on va venir un peu sur ce que vous faites, et bien évidemment, c'était où et quand? Le premier atelier est à Mazières, en 65. Donc vous arrivez là par le truchement de votre première épouse, etc., sur Mazières, qui avait une maison de vacances à Mazières. Oui. Alors Mazières, on peut le situer, puisque vous avez été maire de Mazières. Faites-moi un peu la promo de Mazières. Ah, mais à Mazières, à l'époque, il y avait plus de vaches que d'habitants. Hein. C'est déjà une bonne explication. C'est sur la RD 16 entre la Pérouse et Cherf-Châtelard. Voilà. Cherf-Châtelard, voilà, pas, comme je le disais, de la nationale 141 et de Roux-Mazières, maintenant terre de Haute-Charente. Donc vous vous installez à Mazières, et là, qu'est-ce qui se passe? Et vous allez nous expliquer comment vous travaillez. À l'époque, je faisais de l'émail. Mais un émail particulier, avec mon propre brevet, c'est-à-dire un émail à relief qui vous donne ça là-bas, la photo du toréador. Ah oui, la photo, une photo d'un toréador stylisé, on va dire, contemporain. J'ai fait quelques pièces, il y en avait au pavillon du tourisme à Confolens, je ne sais pas ce que c'est devenu. Et j'avais fait un Christ en bois. Je ne sais pas ce qu'il est devenu. Je l'avais donné à un prêtre à l'époque. Je sais pas ce Alors justement, je fais une petite digression parce que tout à l'heure, dans une des revues qui vous a publié, dans un des livrets, j'ai vu le nom de l'abbé de Ligugé, Jean-Pierre Longeat, que j'ai bien connu, et qui disait un mot sur vos sculptures. Donc, et aussi, il travaille les émaux, notamment à Ligugé. Oui, à Ligugé, ils font beaucoup d'émail. Hein. Là aussi, hein, moi, je ne sais pas ce que tu es devenu, hein, c'est pas... Oui, mais... Alors, si on parle d'émail, mais on peut parler de support. Vous avez fait des choses en métal, en émail, en bois, etc. Comment j'allais dire, va-t-on choisir un support quand on est artiste? Ah ben, vous êtes plus à l'aise dans une certaine matière que dans d'autres. Hein. Et la matière compte pas, finalement. C'est le dessin. Et c'est la façon de vous exprimer. Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est votre expression. Alors, j'allais dire, le toréador, pourquoi le toréador? Le mouvement? Le mouvement, j'ai vécu en Espagne. Ma sœur est décédée, elle avait fait toute sa vie en Espagne, donc il y a tout un concours de circonstances. D'accord. Alors, on va dire l'Algérie, l'Italie, l'Espagne, Paris, c'est déjà... L'Argentine pendant 6 mois. Non, mais je dis ça parce que les gens qui nous écoutent, les artistes, souvent, ils voyagent, évidemment, oui. Et ça les inspire. Donc, on est parti de l'émail. Mais avant l'émail, il y a le dessin. On est là, dans votre petit atelier, à votre bureau, comme une grande planche à dessin. Il y a la radio. Je sais que vous nous écoutez de temps en temps. Voilà. Radio, et il y a plein de bouquins autour de nous. Il y a des photos. Il y a des outils. Et il y a des pièces à vous. Et il y a aussi des dessins de quelqu'un qui vous était cher. Oui, tout à fait. Après le dessin, il y a des avant-projets en carton. Vous en avez quelques-unes là en haut. Oui, alors on voit sur les étagères ce que vous appelez des avant-projets. Oui. Ça, ce sont des maquettes avant de faire des grandes dimensions. Ça, c'est des tirages des sculptures qu'il y a dans le parc. Tout à fait en haut, vous avez des avant-projets en carton. Avant de faire quand votre dessin vous plaît, moi, je réalise un avant-projet volume carton, puisque je travaille avec du métal. Comme vous travaillez avec de la pierre, vous enlevez. Oui. Nous, on travaille en rapportant. C'est tout à fait différent. Et si l'avant-projet me plaît, je réalise une maquette. Si la maquette me plaît, je réalise une pièce plus grande.
C'est un processus que j'ai toujours employé pour la simple raison, moi j'ai travaillé beaucoup avec la commande publique ou avec des privés, mais sur le monumental, et ça faisait en 3 phases. Une esquisse, un appel à esquisse, vous êtes plusieurs. Après, vous n'êtes plus que 3, on vous demande un avant-projet volume. Et après, si ça va, vous réalisez une maquette. Et à ce moment-là, vous réalisez la pièce. D'accord. C'est un processus qui est employé en architecture. Je comprends. Quand on parle de monumental, ça veut dire quoi au niveau des dimensions pour qu'on s'imagine? Minimum de 1,80 m. Mais ça peut aller jusqu'à 5-6 mètres. D'accord. Oui. Moi, je travaille seul. C'est-à-dire tout le long de la chaîne, je ne fais pas exécuter mes œuvres. De l'idée au dessin, en passant par la maquette, l'avant-projet et le projet réalisé, vous faites tout avec vos petits doigts. Avec mes petits doigts, oui, tout à fait. Alors aussi, on pourrait dire, avec quel instrument? Ah, mais au départ, c'est du crayon papier. Hein. Après, c'est des cartons avec un cutter ou un ciseau. Ou alors avec ça, je ne suis plus très souple maintenant. Attendez, c'est ça. Un stylet. Ah oui, avec un stylet, d'accord. Oui, oui, très bien, ça parle. 4 cartons, ça vous donne ça. Ça vous donne ça. Hein. Et alors après, on rentre dans le dur, on va dire. Après, on rentre dans le dur. Dans mon autre atelier, il y a une maquette en contreplaqué. Moi, je vous dirais bien qu'on va y aller, alors. Oui, on va se rendre à l'atelier. Bien, bien. J'en profite pour saluer Gabriel qui est en train de nous filmer. Pour ceux qui verront sur YouTube ou sur l'H16 notre chaîne de vidéos, verront un peu les sculptures, ça sera plus facile. Et quant aux autres qui nous écoutent à la radio, qui sont sans doute les plus nombreux, eh bien, ils s'imagineront en vous écoutant. Donc là, on sort, il y a un très joli parc, très très bien tondu, et qui est... Et c'est, ah oui, alors on va la remercier, votre épouse, parce que c'est formidable, on dirait, dans le bon sens du terme, une très jolie moquette de gazon, avec des sculptures qui parsèment cette grande parcelle, bien délimitée par des petites haies, avec différentes essences d'arbres, et puis aussi des bacs pour ceux qui font des jardins partagés. Souvent, il y a des bacs dans lesquels... Des personnes âgées qu'on a peine à se passer. On joue à l'utile à l'agréable. Et là, on a toute la vallée et les collines en face. C'est vraiment très, très joli. Alors, vous me disiez qu'on allait aller dans votre atelier où on rentre dans le dur. On rentre dans le dur. Alors, on va passer par l'entrée des artistes. Hein, où on va faire le tour. Ça sera plus commode pour vous. Comme vous voulez. Alors, tout en faisant le tour, on voit les œuvres. Combien vous avez d'œuvres ici dans votre jardin et est-ce qu'ils se visitent? En tout, il y en a 21. Ou un peu plus parce qu'il y en a qui ne sont pas dans le catalogue. Alors, pardon, Jean, pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, j'allais dire, c'est pas péjoratif du tout, ni comment ils pourraient vous retrouver comme sur du Miro, en tant qu'artiste connu à l'international, juste pour avoir une petite image. C'est compliqué parce que je sais que vous avez rencontré César, etc. Oui. Oh, oui. Plus avec quelqu'un qui vous dira rien, mais qui est connu à l'international, Xavier Longobardi, qui était peintre et qui faisait de la sculpture. D'accord. Je vous ferai voir un catalogue de lui. C'est un grand monsieur. Hein, oui, je me doute bien, mais vous aussi. Donc là, on fait le tour de la maison. On aperçoit le clocher de l'église de Genouillac qui est juste derrière, parce que vous êtes en plein centre du village. Hein, moi, j'ai toujours été près d'une église. Toute ma vie. Ben voilà. Et j'ai sympathisé avec les... Je ne suis pas d'église, mais j'ai toujours été... C'est des gens que j'ai côtoyés beaucoup et que j'ai beaucoup appréciés. Bon, mais tant mieux. Alors, voilà. Là, donc là, on rentre dans une ancienne étable qui est devenue votre atelier. Voilà les maquettes, les pièces. Attendez, je vais vous mettre du courant. Alors, Jean va nous mettre un peu de lumière en rentrant dans son atelier. Alors là... Là, c'est toutes les maquettes des pièces monumentales que vous avez dans le parc. Alors oui, effectivement, c'est-à-dire que s'il fait vraiment très, très moche, vous pouvez les poser sur un fond vert et ça fera vos sculptures dans le parc. Oui. Voilà, c'est comme ça.
Alors, vous parliez tout à l'heure de commandes publiques. Où est-ce qu'on peut voir vos œuvres en dehors de votre jardin? Vous en avez à Roumazières. Vous en avez dans le coin, à Aix-sur-Vienne. La fontaine qui se trouve à côté de la poste. Après, il y en avait une à Limoges, elle a disparu, mais elle n'est pas perdue. J'ai rencontré un jour l'architecte de la ville, il m'a dit « Allez dans un dépôt, on la sortira un jour ». Bon, elle n'est pas sortie. Après, vous en avez en Poitou-Charentes, comment ça s'appelle maintenant? Peu importe, ça vous Vous en reviendra. avez sur Nantes, vous en avez sur Parthenay. Hein. Après, vous avez dans le sud de la France. Après, je vais à Rara, alors, à Jacques Raca, en Espagne. Après, en Italie. En Italie et en Espagne, c'est essentiellement chez les privés. D'accord. Mais c'est du monumental. C'est du monumental à chaque fois dans tous ces endroits. Donc, vous êtes à l'international et j'avais croisé notamment votre travail, mais je ne vous avais pas rencontré, notamment lorsque Luce Bodino au Château de Nieul avait sa galerie d'exposition. Ah oui, j'ai fait plusieurs expositions au Château de Nieul. Bien. Notamment les 40 ans de création. Bien. Alors là derrière moi j'ai un outil, mais c'est plutôt pour du métal, pour couper du métal. Ici c'est pour couper du métal. Hein. Alors je travaille avec ça. Là vous avez les postes de soudure. Hein. Ah oui, donc oui, il y a aussi toute la partie soudure, effectivement. Donc Jean est en train d'ouvrir le. Il n'y a plus le chalumeau pour la simple raison que je tremble maintenant. Et bon, je me suis défait de mon chalumeau. Oui, oui, je comprends. Je suis atteint par la limite d'âge. Bon, alors, écoutez, je crois qu'on a bien compris comment ça fonctionnait. On est passé du bureau avec quelques outils, des choses en carton, à l'atelier où là, on est dans du plus costaud, j'allais dire. Avec, il y a des établis, il y a des étaux, il y a une enclume. Voilà. Voilà. Quand vous faites du métal, c'est ça, les perceaux dessous, là, c'est ça, quoi. Alors, j'allais dire, pour qu'on comprenne aussi, les œuvres monumentales dont vous nous parliez, qui sont aussi bien en Espagne qu'en France et autres lieux, elles sont plutôt en quoi? En fer, en métal. En métal. Quand on dit métal, on dit quoi? L'acier. Voilà. Hein, pas de l'acier inox, hein, de l'acier. Hein. J'en ai quelques-unes en acier Corten, c'est-à-dire un acier qui se grouille et qui se neutralise par lui-même, mais j'en ai très peu. Hein. Alors, comment vieillit cet acier, justement? Il est verni? Il y a quelque chose pour... Il devient rouille. D'accord. Hein. Il n'y a pas de besoin d'entretien. C'est ce qui est bien pour les collectivités. Il ne faut pas que ça soit au bord de la mer. Oui, parce que le sel attaque et là, à force de rouiller, ça fait sa propre œuvre. Et votre œuvre est détruite. D'accord. Alors, est-ce qu'on peut passer maintenant dans le jardin? Parce que le soleil arrive en même temps que nous sommes en train de parler. On va vous laisser éteindre les lumières pour ne pas les oublier. Et on ressort dans ce jardin. Alors, on va passer dans l'autre sens, si vous voulez. Parce que c'est l'entrée du parc. Bien. Alors, imaginons qu'on vienne visiter votre endroit, ce que je crois est possible de temps en temps sur rendez-vous. Sur rendez-vous. Hein. De Pâques à Toussaint. D'accord. Alors, on rentre dans l'allée. Et vous avez cette sculpture qui annonce le parc. Alors, on va voir cette... comment dire c'est un peu comme un panneau indicatif routier avec une sorte d'ovale avec un rond. Il y a écrit « Parc privé Anne Piersen ». Dites-nous. Alors, Anne Piersen était ma belle-fille, qui était artiste peintre, avec lequel on avait des projets en commun. On avait 30 ans de différence. La vie en a choisi autrement. Elle est décédée rapidement d'un cancer, bien sûr. Et vous avez décidé d'appeler le parc Anne Piersen. De façon que son nom perdure à travers les documents, etc. Je comprends. Alors, on vous suit. C'est la première sculpture que j'ai faite. S'appelle Zoé. C'est toujours par rapport à ma belle-fille. La girafe était sa mascotte. Le bleu, c'était sa couleur. Et symboliquement, d'un côté, il y a sa mère et son beau-père. De l'autre côté, son mari et ses deux enfants.
D'accord. Alors, girafe, on l'imagine, un grand cou, hein, Ouais. terminé par la tête de girafe. Alors, c'est stylisé, évidemment. Et ce sont des tubes. Et il y a un gros tube à la base qui, on va dire, est le ventre de la girafe. Et des petits tubes à côté Ouais. dont vous parliez des enfants enfin, de l'ensemble de la Oui. famille. C'était l'ensemble de la famille. Bien, alors on poursuit maintenant sur la droite et on voit votre maison dans cette pierre du Limousin Ah oui. où on sent la force et la stabilité. Ah ben oui. Alors là, c'est une drôle de femme. Alors elles sont toutes en béton. J'en fais beaucoup de béton à une époque. C'est du béton blanc avec de l'acier. Le contour en acier et du béton blanc. Alors le béton blanc est à l'intérieur, Ouais. ça stylise un corps de femme. Un corps de femme. Et avec la tête en métal et cerclé de métal, on va Cerclé dire. de Voilà, métal. très bien. Là, vous avez un guerrier. Alors, Toujours sur le même principe. on imagine le bouclier, Le qui est bouclier. rouge, voilà, un petit peu comme un capot de voiture, on va dire, Oui. en miniature, toujours quelque chose d'élancé, d'élégant, toujours du béton blanc à l'intérieur, cerclé de fer noir. Oui, oui, c'est toute la période béton est arrivée presque un peu à la fin de ma vie, quoi, d'artiste. Et pourtant, le béton, ça Ah, mais je l'ai existait travaillé. bien avant que vous soyez né. Non, je fais des concours avec les bétons Lafarge. D'accord. Hein, j'ai fait plusieurs concours. C'est intéressant, pendant qu'on passe une petite porte qui donne sur la terrasse derrière la maison, où est-ce qu'on se fournit Qui sont les fournisseurs des sculpteurs, comme pour le BTP? Ben, tout à fait comme le BTP, hein, et les quincailleries. Là, vous avez Une petite fontaine, enfin une petite... avec ouais, des fleurs de lys, avec c'est une des nénuphars. non, c'est pas Non, du c'est nénuphar, pas des c'est du nénuphars. comment ça s'appelle maintenant? J'ai perdu le nom. Ça ne fait rien. Mais enfin, Ce bref. sont des grands pétales. Oui, c'est des grands De pétales. grands pétales ronds qui À m'ont cette fait saison, on penser l'a fait- je à des fais pas nénuphars. marcher. Vous ne faites pas fonctionner la fontaine l'hiver. Ça, c'est une maquette d'une sculpture qu'il y a chez un privé en Italie qui est au 10e, 5 mètres de haut. Et on peut dire ce que ça représente, en gros, Non, dans non, votre non, état. non, Non, c'est non, sorti non, de votre non, imagination. non, ça, Voilà. c'est tout neuf. Alors, ensuite, Après, alors, c'est des fermes plus anciennes, là. C'est un œil fontaine. un œil fontaine. Alors, À une époque, je la faisais fonctionner, bien sûr. Et les pompes sont là et l'eau coule par là. Je fais beaucoup de fontaines, comme ça, avec des... pour la simple raison que quand sur des commandes publiques, vous présentiez des fontaines qui peuvent se mettre sur un endroit précis, ça passait tout de suite. Si j'y avais pas, si ça pissait pas ou si ça s'éclairait pas, c'était non. bon, ben oui, non, mais je C'est comprends. simpliste, mais c'est comme ça. C'est la magie de l'eau. Et puis, Oui, c'est... la magie de l'eau. Disons que votre sculpture avec l'eau, là, ça la rend vivante. Ça la rend vivante, tout à fait. Tout à fait. Et donc là, on a sur une stèle en métal, usée un peu par le temps, mais qui est très, très belle, avec des couleurs vertes et marron. Ah ben c'est un œil. c'est l'oxydation du cuivre. Hein. Bien sûr. Alors, on passe la balançoire pour les enfants, qui n'est pas une de vos sculptures, à une que je... Une sculpture, à un moment donné, j'ai fait, quand je travaillais pour moi, je travaillais par thème. J'ai travaillé sur le thème de la femme, j'ai travaillé sur le thème de l'œil. Donc là, c'est une femme contrebassiste. Alors, pourquoi contrebassiste? Parce que je vois bien une femme un peu plantureuse, j'allais dire. Hein. Je suis un amoureux de l'opéra. Donc, à ce moment-là, je m'étais décidé de faire tout un orchestre de femmes. Finalement, je ne fais que 2 ou 3 en grand, les autres en maquette. Alors, on va dire que vous êtes passé de l'orchestre à l'orchestre de chambre. L'orchestre de chambre, tout à fait. Et alors, donc, pourquoi contrebassiste? Parce qu'elle a un peu, cette femme, une forme de contrebasse. Oui, de contrebasse. Et alors là, je vois une Ah, sculpture. ça, c'est un basque. Ah, c'est un basque. Ah, j'aurais dû le reconnaître au béret. Oui, c'est tout à fait ça. Hein, alors, c'est des pièces plus anciennes. Hein. Je ne me rappelle plus, c'était 2002 ou un truc comme ça. Donc, on a... Sur des dessins qui étaient de 1980. D'accord. Hein, D'accord. ouais. Alors, de grandes jambes, avec un torse un peu en avant, un peu fier, hein, un peu fier, un basque, c'est un avec basque. ce béret rouge en arrière. Ouais, c'est très bien signifié, j'allais dire. Oui. Alors, ensuite, on se retourne. On se retourne. Et là, Là, c'est un hommage à Calder.
Ah voilà, bon, Calder, les gens qui nous écoutent, certains connaissent Calder. Donc, on a du mouvement là. Là, il y a du mouvement, tout à fait. Alors là, c'est des pièces récentes, hein, c'est des pièces qui ont été faites justement pour le parc, volontairement. Alors, Parce qu'il y avait un espace, ça me permettait de bien présenter les pièces. D'accord. Alors comment on pourrait, parce que vous en parlez mieux que moi, parce que vous l'avez tellement travaillé, parce que moi je vois une forme élancée un peu avec comme une goutte qui tombe pratiquement, ou inversée. C'est plus un... moi, ça me fait plus penser à ce qu'on voit à la Fondation Meg. Oui, à la Fondation Meg, qui se trouve en Provence. Oui, qui se trouve. Et c'est dans cet esprit que je l'ai fait. D'accord. Voilà. Et avec un balancier. Voilà, un balancier. J'ai tendance à chercher le nom. Et puis des choses qui, au gré du vent, vont bouger. Oui, ça bouge. Ça bouge. D'accord. Alors, on va passer un peu au-dessus, là. Il y a une pièce nettement plus ancienne, qui est des années 77 ou 78. C'est une flamme. C'est une flamme, mais il n'y a pas d'eau, là. Il n'y a pas d'eau. Elle est en cuivre. Hein? Elle est parfaitement symbolisée aussi, la flamme, là. C'est très élégant. Oui, c'était assez élégant. Bien sûr qu'il faut aimer l'art contemporain. Ah oui, sinon, non, mais c'est quoi? Mais c'est vraiment magnifique. Oui. Mais dans un espace comme ça, c'est agréable à voir, quoi. Alors là, on va passer sur toute la période béton qui se situe... on est en 2025, c'est en 2018, dans ces zones-là. C'est récent, quoi. D'accord. Alors là, c'est une femme. Moi, c'est une vision. Je m'en doutais. Mais je m'en doutais. Vous voyez, je l'ai reconnu maintenant que je connais un peu mieux votre vision. On va malheureusement pas pouvoir tout faire, mais allez-y, décrivez-nous celle-là, déjà. Et un petit peu plus loin, on va aller jusque-là pour terminer l'émission, parce qu'il nous reste 1 minute à peu près. Celle-là, c'est L'œil et Louis, a été présentée justement au Château de Nieul. C'est la dernière exposition que j'ai faite là-bas. L'œil et Louis. Elle est démontable. Ça, c'est quand même précieux parce que pour les transporter, on n'y pense jamais. On voit les œuvres, mais... Toutes les autres se transportent pas. Hein. D'accord. Il faut avoir un camion avec une grue pour pouvoir les poser. Je peux plus les remuer. Hein. Alors justement, quand vous dites « je peux plus », même quand on a un certain âge, on a encore peut-être des projets, ou en tout cas... Ah, des projets, j'en ai. Mais pour pouvoir les réaliser, je suis incapable maintenant. Ça, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On est dans l'écriture, on est dans la lecture, on est dans le passage de témoins. On est dans la lecture, et oui, un peu le passage des témoins. Il y a des jeunes qui viennent me voir quand on parle de... Mais il y a une rupture qui se fait faite avec les jeunes générations. Nous, on était sur l'esprit de liberté. Maintenant, c'est un esprit d'argent. Ah oui, vous trouvez qu'on veut que ce soit rentable. Il faut que ça soit rentable. D'accord. Alors là, il y a une coupure. Hein. Ah, moi, je pensais qu'il y avait encore des jeunes qui n'étaient pas que dans l'argent. Il y en a, mais pas beaucoup. Hein. Bon. Moi, je n'ai pas eu l'occasion d'en rencontrer beaucoup. Bon. Eh bien, écoutez, c'est sur cette notion d'espoir et de transmission que nous allons nous quitter pour cette émission d'En Direct de chez vous, avec Jean Périllot, aujourd'hui à Genouillac, pas loin de Roumazières. Tout à fait. C'est la nouvelle commune Terre de Haute-Charente. Terre de Haute-Charente, et on peut vous retrouver ici chez vous, ou à Argila, ou même en Europe, pour voir vos œuvres. Merci de nous avoir reçus, Jean. Je vous remercie, vous. Bonne journée à vous. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.